Un est venu au monde en tant qu'évaluateur apparemment sans valeur, un destin qui l'a condamné à une vie de misère incessante. Luttant pour survivre, il parvient à peine à subvenir à ses besoins et subit constamment les mauvais traitements de son entourage. Désormais, au bord de la mort, il prend la décision fatidique d'en finir une bonne fois pour toutes et de mettre un terme à sa souffrance. Quelques heures plus tôt, Ain faisait équipe avec la mage Jolene et l'épéiste Zoïde. Ils affrontaient alors un rat géant qu'Ain parvient à entailler sans pour autant réussir à l'abattre. Il hurle à Jolene de se dépêcher avec son sort et lorsqu'elle finit enfin, elle le lance sur le rat, le tuant d'un seul coup. Le combat terminé, Zoïde et Jolene commencent à se féliciter pour leur travail bien accompli. Cependant, leur ton change radicalement dès qu'il s'agit de s'adresser à l'évaluateur qui les accompagne. Zoïde crie sur Ain pour qu'il se mette au travail, mais le poids des lourds bagages qu'il transporte, combiné aux insultes incessantes, le ralentit. Accablé, Ain trébuche et s'effondre la face contre terre. Il est clairement maltraité, mais malgré tout, il n'a pas d'autre choix que de se relever et d'accomplir docilement sa tâche. En tant qu'évaluateur de classe basse, la vie d'Ain est loin d'être glorieuse. À la naissance, tous les habitants de ce monde reçoivent un métier de la déesse de la lumière, ainsi que des compétences offertes par la déesse des ténèbres. En perfectionnant ces compétences, on peut obtenir une multitude d'aptitudes et de pouvoirs. Cependant, les métiers sont transmis génétiquement et ne peuvent donc jamais être changés. Les métiers sont classés par rang, classe rare, classe commune élevée et classe commune basse. Comme on peut s'en douter, la classe commune basse équivaut à des rebuts de niveau bronze, condamnant la plupart de ceux qui la possèdent à devenir paysans ou marchands. Les parents d'Ain tenaient autrefois une modeste boutique d'évaluation pour subvenir aux besoins de la famille, mais ils sont malheureusement décédés alors qu'Ain n'était encore qu'un enfant. Livré à lui-même, il a fini par devenir une bête de somme sans reconnaissance pour Jolene et Zoïde. Même s'il déteste travailler pour eux, il n'a pas d'autre choix. Il utilise sa compétence d'évaluation sur le rat qu'ils ont tué et découvre qu'il s'agit d'un rat de rang F, donc pratiquement sans valeur. Cependant, sa dent est de rang D, ce qui la rend suffisamment précieuse pour qu'Ain la ramasse. Il tente d'ouvrir la gueule du rat pour retirer la dent, mais la mâchoire résiste. Ça va prendre du temps. Zoïde et Jolene deviennent de plus en plus impatients, alors qu'Ain met plus de temps que ce qu'ils aimeraient. Quand Ain leur demande un coup de main pour ouvrir la gueule du rat plus rapidement, Zoïde se sent immédiatement insulté rien qu'à cette suggestion. Il lance une pierre à Ain, le traitant d'incapable. Fou de rage, Ain lui lance un regard furieux, mais malheureusement, il n'a pas la force d'agir. Zoïde réplique en donnant un coup de pied à Ain qui roule au sol, le forçant à s'excuser et à supplier pour le pardon. Zoïde n'a plus envie de frapper Ain, alors ce dernier retourne à sa tâche, tentant d'écarter les mâchoires du rat pendant que Jolene et Zoïde se moquent de lui en l'appelant un ramasseur d'ordures dégoûtant. Ils prennent plaisir à se moquer de lui, sachant très bien qu'il ne peut rien faire, car il n'y a pas de débouché pour un évaluateur comme lui. Si quelqu'un veut connaître la valeur d'un objet, il peut tout simplement aller à la guilde et l'analyser avec un objet magique, rendant les évaluateurs de bas niveau comme Ain complètement obsolètes. Ain entend parfaitement chaque mot qu'ils disent à son sujet, et il sait qu'ils ont raison. Sa compétence d'évaluation est presque inutile, le condamnant à ramasser des restes pour des gens comme Jolene et Zoïde. Après avoir soigneusement rangé la dent dans son sac, Zoïde prend bien soin de rappeler à Ain que la seule raison pour laquelle il le tolère dans leur groupe, c'est parce que Zoïde refuse de toucher à des choses aussi répugnantes. Ain est sommé de rester à sa place et d'agir comme le garçon poubelle docile qu'on attend de lui. La vie n'a pas été tendre avec Ain, mais il doit faire tout ce qu'il faut pour survivre dans ce monde, même si cela signifie souffrir entre les mains de ces deux-là. Alors qu'ils avancent dans le donjon, Zoïde aperçoit un cadavre de chien de l'enfer au milieu du passage. Il ne se pose même pas de questions. Il pense avoir une chance incroyable puisqu'ils peuvent le piller sans avoir à combattre, et ordonne à Ain de commencer le pillage. Mais Ain fait appel à sa logique et soulève une inquiétude légitime. Si le chien de l'enfer était déjà mort avant leur arrivée, c'est que quelque chose de puissant l'a forcément abattu. De plus, les chiens de l'enfer ne sont même pas censés apparaître dans cette partie du donjon, ce qui convainc Ain qu'il y a un sérieux problème. Mais Zoïde n'a que faire des arguments logiques venant de quelqu'un qu'il considère comme un raté. Il rejette rapidement Ain en lui disant de la fermer et de retourner bosser. Pendant qu'Ain s'occupe des basses besognes, Jolene et Zoïde commencent à parler de ce qu'ils vont faire ensemble une fois de retour en ville, et peut-être même forcer Ain à regarder. Ils remarquent ensuite un second cadavre de chien de l'enfer dans le couloir, et ordonnent à Ain d'aller récupérer celui-là aussi. Mais cette fois, Ain reste figé par la peur, car selon la carte de la guilde qu'il possède, ce couloir ne devrait même pas exister. Il sent que quelque chose va très mal tourner s'il continue. Une fois de plus, Zoïde ignore complètement les préoccupations logiques d'Ain, et s'avance dans le couloir. Il se moque d'Ain, disant que s'il a trop peur pour continuer, il est libre de partir. Mais s'il le fait, il ne sera plus payé pour avoir désobéi à un ordre du chef. Ain se retrouve piégé dans une position difficile. D'un côté, il est convaincu que quelque chose de dangereux se cache au fond de ce couloir,
ce qui le rend réticent à avancer. De l'autre, il ne peut pas se permettre de perdre sa place dans le groupe de Zoïd, car presque aucune autre équipe ne veut accueillir quelqu'un avec une compétence aussi inutile en apparence que l'évaluation. Alors, si Zoïd le renvoie à cause de ça, il n'aura plus aucun moyen de survivre. Hein finit par décider de suivre Zoïd dans le couloir, même s'il sait que c'est une très mauvaise idée. Après avoir marché un moment, il tombe sur une quantité impressionnante de cadavres de chiens de l'enfer jonchant le sol. Zoïd croit qu'ils viennent de décrocher le gros lot. Ils vont pouvoir piller tous ces corps et faire un énorme profit sans avoir à se battre. Hein reste mal à l'aise, sachant que ce qui a massacré tous ces chiens de l'enfer pourrait encore rôder dans les parages. Agacé par l'inquiétude constante d'Ain, Zoïd lui hurle de se taire et de se concentrer sur son travail. Mais soudain, l'expression d'Ain change en apercevant quelque chose d'absolument terrifiant derrière Zoïd. La main tremblante, il pointe nerveusement dans cette direction. Zoïd se retourne, pour se retrouver face à une multitude de petits yeux rouges luisants qui les fixent. Quelques instants plus tard, une meute de chiens de l'enfer surgit de l'obscurité. Tous les cadavres qu'ils ont vus plus tôt devaient être le résultat d'affrontements internes au sein de la meute. Mais maintenant qu'ils se retrouvent face à la meute au complet, aucun d'entre eux ne sait quoi faire. Hein n'a aucune compétence de combat, et même si Zoïd et Jolene unissaient leurs forces, ils auraient déjà du mal à vaincre un seul chien de l'enfer. Alors une meute entière, c'est impensable. Combattre n'est tout simplement pas une option. Leur seule chance de survie, c'est de fuir. Mais même en courant, il n'y a pratiquement aucune chance qu'ils puissent distancer une meute de loups lancée à leur trousse. C'est alors que Zoïd comprend qu'il n'a pas besoin d'être plus rapide que les chiens. Il lui suffit d'être plus rapide qu'Ain pour que les bêtes s'attaquent à lui en premier. Il dit à Jolene de lancer un sort de paralysie sur Hein. Jolene est d'abord confuse, mais elle comprend vite ce que Zoïd cherche à faire. Elle pointe son bâton vers Hein et le paralyse. Hein s'écroule au sol, paralysé, incapable de bouger, luttant pour comprendre que Zoïd et Jolene comptent réellement l'abandonner ici pour qu'il meure. Zoïd lui lance nonchalamment que la paralysie va se dissiper bientôt, alors s'il reste tranquille, il a peut-être une chance d'échapper aux chiens sans se faire remarquer. Mais aussitôt après, Zoïd fait exprès de faire un vacarme assourdissant, attirant directement l'attention de la meute sur Hein. Puis il prend la fuite avec Jolene, laissant Hein en appât pour être dévoré. Les chiens de l'enfer se jettent sur Hein et lui mordent immédiatement le bras et la jambe, le faisant hurler de douleur. Mais cette douleur intense finit par briser la paralysie, permettant à Hein de bouger à nouveau. Il attrape un rocher à proximité pour repousser les chiens. Il jette ensuite son sac à dos sur eux. Le coup ne leur fait peut-être aucun mal, mais la nourriture à l'intérieur suffit à les distraire quelques instants. Il s'éloigne en boitant des chiens qui le poursuivent pour découvrir que Zoïd et Jolene ont scellé la sortie derrière eux, lui coupant toute voie d'évasion. Alors que les chiens se rapprochent et que le temps lui manque, Hein remarque un autre couloir et s'y précipite. Mais à son grand désespoir, ce couloir mène directement à un cul-de-sac gigantesque. Tout espoir semble perdu pour Hein, qui n'a plus nulle part où fuir, et peut entendre les chiens se rapprocher à chaque seconde. S'il doit mourir de toute façon, il préfère se jeter dans le vide plutôt que d'être dévoré vivant par ces monstres. Jusqu'à présent, il a toujours blâmé son métier d'évaluateur minable pour tous ses échecs. Mais maintenant, il réalise qu'il n'a jamais vraiment essayé de surmonter les défis imposés par ce métier. Même s'il en prend conscience maintenant, il est bien trop tard pour changer quoi que ce soit. Le bruit du corps d'Ain frappant le sol résonne avec force, et s'il est évident qu'il est mort sur le coup, sa chute est en fait amortie par un arbre. Une magnifique jeune fille y apparaît soudain, s'approchant gracieusement de son corps inerte. Elle se penche doucement et dépose un baiser sur son front. Au moment où elle le fait, le corps d'Ain commence à bouger, et en quelques instants, il reprend lentement connaissance. Une fois qu'il retrouve ses esprits, Hein réalise qu'il est toujours en vie, et que toutes ses blessures ont disparu. Il se demande comment cela est possible. Il remarque alors des gouttes d'eau qui tombent sur lui depuis l'arbre. Il en attrape quelques-unes et utilise sa compétence d'évaluation pour les analyser. À sa grande stupeur, ce sont des gouttes de rang S de l'arbre-monde. Il évalue ensuite l'arbre gigantesque, et comme il le soupçonnait, il découvre que ce colosse de bois est bel et bien l'arbre-monde de la légende. Il y a bien longtemps, ce monde abritait un unique arbre-monde, source du mana dont les humains dépendent pour créer de la magie. Cependant, la légende raconte que l'arbre-monde s'est flétri et est mort il y a des siècles. De nombreux érudits ont émis l'hypothèse qu'il pourrait encore exister quelque part, déclenchant d'immenses expéditions dans l'espoir de découvrir son emplacement. Pourtant, malgré tous leurs efforts, l'arbre n'a jamais été retrouvé. Cela paraît logique. Qui songerait à chercher au fond d'un donjon? Hein comprend que c'est l'arbre qui l'a ramené à la vie. Alors il le remercie. À ce moment, il entend une voix féminine. Mais comme il n'y a clairement personne d'autre ici, il se dit que ce n'était qu'une illusion. En avançant, Hein se sent soulagé d'avoir survécu à sa chute. Et cette zone semble relativement sûre puisqu'il n'y a pas l'air d'y avoir de monstres dans les environs. Cependant, il sait qu'il doit trouver un moyen de remonter à la surface. Il est évident que Zoïd et Jolene n'ont aucune intention d'envoyer quelqu'un pour le secourir. En plus, il n'y a rien à manger ici.
ce qui signifie qu'il mourra de faim s'il ne trouve pas vite un moyen de rentrer. Il se dirige vers la sortie, mais avant de partir, il remercie encore une fois l'arbre de l'avoir sauvé. Cet endroit n'apparaît clairement pas sur la carte de la guilde, donc Hein ignore totalement ce qui l'attend. Les ennemis ici risquent d'être encore plus puissants que les chiens de l'enfer qui ont failli le tuer. Il a peur. Mais il n'a pas le choix, il doit avancer. Il a fini de se trouver des excuses et est désormais déterminé à faire tout ce qu'il faut pour survivre, peu importe à quel point ce sera difficile. Hein s'aventure dans le donjon, mais à sa grande surprise, il marche depuis un bon moment sans croiser le moindre monstre. Il ressent un certain soulagement, car cela signifie qu'il n'aura pas à se battre pour l'instant. Mais soudain, Hein sent un souffle de vent frôler son visage, et l'instant d'après, son oreille tombe au sol. Il hurle de douleur et tente de la récupérer, mais dans le mouvement, 2 de ses doigts sont tranchés. Le responsable de cette souffrance est un gremlin de rang S, et Hein commence à paniquer sérieusement. Même les chiens de l'enfer n'étaient émanés que de rang B. Il n'a absolument aucune chance face à une telle créature. Le gremlin se met à l'entailler, se déplaçant bien trop vite pour qu'Hein puisse réagir. Sa seule option, c'est de fuir pour sa vie. Cependant, alors qu'il tente de s'échapper, le gremlin lève sa faux, prêt à lui transpercer la poitrine. Mais juste avant que le coup ne porte, il s'immobilise soudainement, paralysé par la présence de quelque chose d'encore plus terrifiant qui vient d'apparaître. Le gremlin est écrasé à mort par un immense ours de la mort, et si Hein n'avait aucune chance contre le gremlin, il est encore plus évident qu'il ne survivra pas face à cette bête. L'ours lui lacère le visage avec ses griffes, détruisant un de ses yeux au passage. Alors qu'Hein tente de ramper pour s'éloigner, la créature le saisit et commence à le broyer, jusqu'à ce que le sang jaillisse de sa bouche. L'ours est à 2 doigts de le dévorer, mais au tout dernier instant, il est décapité par une femme grincheuse. Elle grogne en marmonnant à quel point elle déteste sauver des humains, mais que l'autre fille n'a pas cessé de la supplier d'intervenir, ne lui laissant pas vraiment le choix. Une fois encore, Hein est stupéfait de constater que ses blessures ont été guéries. En se redressant, il aperçoit la même jeune fille qu'auparavant assise en face de lui. Hein essaie encore de comprendre ce qu'il voit quand une femme surgit soudainement derrière lui, insistant pour qu'il montre un minimum de gratitude et boive le thé que la jeune fille a préparé pour lui. D'abord confus, Hein ne voit pas de thé, mais il remarque alors Yuri, la jeune fille, lui tendant une tasse qu'elle a faite spécialement pour lui. Bien qu'hésitant à boire un thé qui pourrait contenir quelque chose de suspect, Ursula ne lui laisse pas vraiment le choix et le force à l'avaler. À sa grande surprise, le thé est délicieux et il le dit à Yuri, ce qui la rend incroyablement heureuse. Hein ne peut s'empêcher de penser qu'elle est adorable quand elle sourit, mais Ursula le met aussitôt en garde. S'il ose avoir ne serait-ce qu'une seule pensée déplacée à propos de Yuri, elle l'effacera de l'existence. Hein comprend très bien le message. Poursuivant la conversation, Hein demande si ce sont elles deux qui l'ont sauvé de l'ours de la mort. Ursula répond qu'elle n'avait aucun intérêt à sauver un humain puant comme lui, mais que Yuri n'arrêtait pas de la supplier de le sauver, alors elle n'a pas eu le choix. Hein remercie Yuri pour son inquiétude, ce qui la fait rougir légèrement. En réponse, Ursula lui envoie un coup de pied en pleine figure et commence à lui marcher dessus, pensant qu'il drague sa fille. Hein est choquée d'apprendre qu'Ursula est la mère de Yuri, mais elle précise qu'elle est en réalité sa gardienne. Elle occupe ce rôle depuis que Yuri a planté ses racines ici. Bien que Yuri ressemble à une humaine, elle est en réalité l'un des 9 arbres-mondes existants dans ce royaume, et Ursula a pour mission de la protéger de toute menace potentielle. Hein est surpris d'apprendre que Yuri est l'esprit de l'arbre-monde, mais cela fait sens pour lui, vu sa beauté. Toutefois, à peine a-t-il dit cela que Yuri devient de nouveau toute gênée, et Ursula le plaque au sol d'un coup de pied pour avoir osé la regarder avec des yeux qu'elle juge lubriques. Hein s'excuse, mais en parlant d'yeux, il se rend compte qu'il peut toujours voir malgré la perte de l'un de ses globes oculaires arrachés par l'ours. Ursula lui explique qu'elle l'a soigné à l'aide des larmes de l'arbre-monde, mais même ces larmes ne peuvent pas restaurer un œil écrasé. Alors Yuri lui a généreusement demandé d'utiliser une partie de l'arbre pour créer un nouvel œil afin qu'il puisse retrouver la vue. Hein est une fois de plus rempli de gratitude, mais il commence à se demander pourquoi Yuri se soucie autant de lui alors qu'ils se connaissent à peine. Yuri lui explique que c'est parce qu'il l'a remercié lorsqu'il est tombé ici. Bien qu'il soit rare que des gens atterrissent dans ce lieu, cela s'est déjà produit, et Yuri est toujours intervenu pour les sauver. Cependant, ces personnes n'exprimaient jamais de gratitude, et dès qu'elle découvrait qu'elle était l'arbre-monde, elle commençait égoïstement à récolter son eau ou à arracher ses branches et ses feuilles pour les revendre. Hein, en revanche, est le premier à l'avoir traité avec respect, ce qui l'a rendu sympathique à son égard. Malgré cela, Hein n'a pas sa place ici, et Ursula lui ordonne fermement de partir sur le champ. Yuri la supplie de ne pas le renvoyer, soulignant qu'il mourra sûrement s'il retourne dans le donjon, mais Ursula balaie ses inquiétudes d'un revers de main, affirmant qu'elle se moque de ce qui lui arrivera. Yuri, elle, s'en soucie profondément. Elle supplie donc Ursula de trouver un moyen de garantir qu'Ain puisse rentrer sain et sauf. Malheureusement, Ursula ne peut pas faire grand-chose pour lui, car en tant que gardienne de l'arbre-monde, elle n'a pas le droit de trop s'éloigner de l'arbre.
L'escorter jusqu'à la surface est donc impossible, et la magie de téléportation ne fonctionne pas dans ce donjon, donc cette solution est également exclue. Yuri est dévastée par le fait qu'il n'y ait aucun moyen de sauver Hein, et elle fond en larmes. Mais Ursula ne supporte pas de la voir pleurer, alors elle propose une alternative pour s'assurer qu'Ain survive. Elle se tourne vers lui et hurle qu'elle va personnellement l'entraîner jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour sortir d'ici par ses propres moyens. Yuri la remercie d'avoir accepté d'aider, et Hein est encore plus reconnaissant, lui qui pensait qu'il allait mourir ici à coup sûr. Il serre Ursula et Yuri dans ses bras, mais Ursula ne supporte pas cette démonstration d'affection. Elle le repousse immédiatement et l'avertit qu'il s'apprête à subir un entraînement brutal sous la direction de l'une des plus grandes sages du monde. Elle lui fait comprendre qu'il doit prendre cela très au sérieux, car elle ne tolérera aucune paresse. Hein lui assure qu'il fera de son mieux, mais alors qu'Ursula le mène dehors pour commencer son entraînement, il commence à s'inquiéter qu'elle attende de lui qu'il affronte des monstres seul. Ses craintes se confirment lorsqu'Ursula l'informe qu'effectivement, elle compte le faire combattre seul, car c'est le moyen le plus rapide pour qu'il apprenne. Pour commencer, elle pointe un gremlin au loin et lui ordonne de l'affronter. Mais Hein a du mal à voir quoi que ce soit dans la direction indiquée. Ursula lui rappelle que son œil a été remplacé par un fragment de l'arbre monde, alors il devrait essayer de l'utiliser un peu. Mais même avec son œil spirituel, Hein n'arrive toujours pas à voir quoi que ce soit. Ursula lui explique qu'il lui manque simplement la conscience de ce dont cet œil est réellement capable. Hein prend alors un instant pour réfléchir à la manière dont il a perdu son œil et comment Yuri l'a aidé à le restaurer. Et lorsqu'il rouvre les yeux, tout lui semble soudain beaucoup plus lumineux. Maintenant qu'il peut enfin voir clairement, Ursula lui annonce qu'il est temps de commencer son entraînement. Elle jette une pierre sur un gremlin tout proche et dit à Hein que sa première tâche consistera à apprendre à esquiver les attaques ultra rapides de cette créature. Hein doute fortement de pouvoir suivre le rythme du gremlin, tant il bouge vite. Cependant, Ursula insiste pour qu'il utilise sa compétence d'évaluation afin de suivre ses mouvements. Hein ne croit pas que la compétence fonctionne de cette manière, mais n'ayant pas d'autre option, il tente le coup. À sa grande surprise, il découvre qu'il peut désormais percevoir les mouvements du gremlin, même si cela ne sert pas à grand chose s'il oublie d'esquiver. Résultat, il se fait blesser. Ursula érige une barrière autour d'eux et sort une fiole de gouttes de l'arbre qu'elle a emprunté à Yuri. Elle verse le liquide sur l'oreille tranchée d'Ein, qui se rattache aussitôt, puis elle le prévient fermement. S'il ne prend pas cet entraînement au sérieux, il finira en morceaux. Elle fait tomber la barrière, et le gremlin l'attaque à nouveau, mais cette fois, comme Hein sait d'où viendra l'attaque, il parvient à l'esquiver juste à temps. Après une semaine d'entraînement intensif, Hein finit par maîtriser la lecture des mouvements du gremlin et réussit à esquiver toutes ses attaques. Fier de lui, il annonce à Ursula qu'il a enfin maîtrisé la technique, mais dans l'élan de sa fierté, il baisse sa garde, et le gremlin en profite pour l'attaquer dans le dos. Ursula crée un nouveau bouclier autour d'eux pour faire une courte pause, amusée par la douleur d'Ein. Malgré ses rires, elle reconnaît qu'il a bien travaillé et déclare qu'il a réussi la première épreuve. Pour la suite, elle lui annonce que sa nouvelle mission est de vaincre le gremlin. Bien qu'Ain soit prêt à essayer, il fait remarquer que sans métier de combat, il est impossible pour lui de tuer un monstre de rang S. Ursula s'y attendait et lui explique que ce serait effectivement impossible s'il devait se battre à main nue, mais ce n'est pas le cas. Elle révèle qu'elle a fabriqué une épée spéciale rien que pour lui. Ursula ne voulait pas la fabriquer, mais Yuri est allé jusqu'à casser une de ses branches pour aider Hein. Profondément touché que Yuri se soit infligé une telle douleur pour lui, Hein se montre extrêmement reconnaissant et jure d'en faire bon usage. Ursula retire la barrière et laisse Hein affronter le gremlin, mais lorsqu'il tente de l'attaquer, le gremlin esquive facilement. Ursula se moque de lui en disant qu'il ne le touchera jamais en balançant son épée aussi lentement. Hein le sait, alors il décide de prédire la trajectoire du gremlin et de frapper au moment où celui-ci s'approchera. Mais quand il essaie, le gremlin saute simplement par-dessus lui. Il n'est pas idiot. S'il voit Hein se préparer à attaquer, il esquivera forcément. Hein comprend qu'il a besoin d'une autre approche. Plutôt que de simplement évaluer les mouvements du gremlin pour anticiper ses attaques, il décide d'analyser chaque détail de l'attaque en elle-même. En concentrant toute son attention, il lance une super évaluation au moment où le gremlin le charge. En faisant cela, la créature semble figée dans le temps. En réalité, Hein perçoit ses mouvements au ralenti grâce à la vitesse de son évaluation. Avec une vision aussi détaillée des gestes du gremlin, Hein anticipe facilement la prochaine attaque et lui assène un coup net en plein visage, le vainquant enfin. Fou de joie d'avoir abattu son premier monstre, Hein commence à célébrer, mais Ursula lui rappelle aussitôt que ce n'est pas le moment, ce n'est que le début. Pour la prochaine étape de l'entraînement, elle lui dit qu'il doit vaincre plus d'une douzaine de gremlins. Hein est confiant et se met immédiatement au travail. Après plusieurs heures de combat acharné, Hein parvient enfin à éliminer tous les gremlins. Il se tourne vers Ursula, espérant être félicité, mais elle lui dit que ce qu'il vient de faire est tout à fait normal pour quelqu'un capable d'exploiter le pouvoir d'un arbre-monde. Cela dit, Hein progresse bien, alors elle le juge prêt pour l'étape suivante. Elle lui demande d'évaluer les compétences du gremlin et de les faire siennes. Hein ne comprend pas ce qu'elle veut dire,
car l'évaluation sert seulement à obtenir des informations. Ursula explique que les humains peuvent acquérir des compétences Masyarts à force de pratique, mais qu'avec son œil spirituel, Hein possède un avantage unique. Non seulement il peut voir les détails d'une compétence, mais il peut aussi absorber l'expérience liée à celle-ci, ce qui lui permet de l'apprendre instantanément. Curieux, Hein tente l'expérience et évalue les compétences du gremlin. Soudain, une vague massive d'informations envahit son esprit, provoquant une douleur intense qui le fait tomber à genoux. Une fois la souffrance passée, il réalise qu'il a bel et bien acquis la compétence de déplacement ultra rapide du gremlin. Encore sous le choc d'avoir appris une compétence aussi vite, Hein décide de la tester et s'élance en courant dans le couloir du donjon. Hein est stupéfait par la vitesse à laquelle il se déplace. Il est bien plus rapide qu'avant, mais il y a un léger problème. Son corps n'est pas habitué à courir à une telle allure. Après seulement quelques secondes, chaque fibre musculaire de son corps est littéralement déchirée. Ursula le rattrape et verse quelques gouttes de l'arbre pour soigner son corps brisé. Si son corps ne supporte pas encore une telle puissance, alors il devra simplement continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il s'adapte. Les muscles d'Hein continuent de se déchirer à chaque course, mais grâce aux larmes, Ursula le soigne encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, ses muscles cessent complètement de se rompre. Avec un corps renforcé et une compétence d'accélération dans son arsenal, Hein commence à se demander s'il est désormais assez fort pour affronter l'ours de la mort. Mais Ursula coupe court à cette idée. S'il essayait maintenant, il se ferait tout simplement réduire en miettes. Même s'il est plus rapide et agile qu'avant, il lui manque encore la puissance offensive nécessaire pour espérer rivaliser. Pour y remédier, Ursula décide de lui permettre de copier l'une de ses propres compétences. Tout excité, Hein lui demande de quelle compétence il s'agit, et Ursula lui répond en lui lançant immédiatement une boule de feu en pleine figure. Sa compétence, appelée « jeter et invoquer », lui permet de lancer de la magie sans avoir à réciter la moindre incantation. Hein trouve cette capacité incroyablement puissante et meurt d'envie de l'apprendre. Mais Ursula ne lui permettra de l'évaluer que s'il le fait pendant qu'elle lui envoie une boule de feu, parce qu'elle trouve ça amusant. Hein évalue l'attaque et parvient à apprendre le sort d'invocation sans incantation, mais se prend tout de même la boule de feu de plein fouet, s'effondrant au sol, en douleur. Après avoir été soigné une fois de plus, Hein commence son entraînement pour apprendre à utiliser la magie sans incantation. Toutefois, comme il n'a pas de classe axée sur la magie, ses réserves de mana sont ridiculement faibles, et il se retrouve très vite à court d'énergie magique. Heureusement, à chaque fois qu'il est soigné avec les larmes, ses réserves de mana sont restaurées, et sa capacité magique augmente légèrement. Mais il sait qu'il lui faudra beaucoup de pratique et d'efforts avant de vraiment maîtriser cette technique. Après 2 semaines d'un entraînement magique intensif, Hein parvient à lancer des sorts de niveau intermédiaire et peut désormais libérer plus d'1 millier de boules de feu à la fois. Grâce à ses progrès, combinés à ses compétences améliorées et à son aptitude d'évaluation renforcée, Ursula estime qu'Hein est enfin prêt à affronter un autre ours de la mort. Pour être honnête, Hein se sent un peu nerveux à l'idée d'affronter seul un monstre aussi puissant, mais Ursula le rassure. S'il utilise correctement toutes les techniques qu'elle lui a enseignées, il n'aura aucun mal à s'en sortir. Quand Hein fait enfin face à l'ours de la mort, celui-ci lui fonce dessus avec un puissant coup de griffe. Hein évalue ses mouvements, et avant que l'attaque n'atteigne sa cible, il riposte avec un sort de lame ailée à bout portant. Le sort inflige de lourds dégâts, mais ce n'est pas encore suffisant pour l'abattre. Sans perdre une seconde, Hein enchaîne une pluie de boules de feu, poursuivant son assaut jusqu'à ce que la bête s'effondre et meure. Le combat s'est révélé bien plus facile qu'Ain ne l'aurait imaginé, au point qu'il se demande si l'ours n'était pas plus faible qu'il ne le pensait. En réalité, c'est simplement parce qu'Ain est devenu incroyablement fort. Maintenant que l'ours de la mort a été vaincu, Hein utilise sa compétence d'évaluation pour acquérir ses capacités. Une fois le mal de tête fulgurant dissipé, Ursula l'informe qu'il est désormais suffisamment fort pour quitter le donjon par ses propres moyens. Cependant, avant son départ, Ursula lui révèle qu'elle a un cadeau pour lui. Elle précise qu'elle ne fait cela que parce que Yuri le lui a demandé. En utilisant le reste du noyau de l'arbre monde, elle prévoit de créer un nouvel oil spirituel pour Hein. Se sentant indigne d'un présent aussi inestimable, Hein proteste, mais Ursula le coupe net, expliquant qu'il ne fait qu'emprunter le noyau. Elle y a placé un enchantement. Si Hein meurt, le noyau retournera automatiquement à son emplacement d'origine. Exaspérée, elle lui ordonne d'arrêter de discuter et d'accepter le cadeau. À contre-cœur, Hein accepte et laisse Ursula implanter le noyau spirituel dans son œil. Une fois le processus terminé, Hein ne ressent pas de différence notable. Ursula lui explique que son corps mettra du temps à s'adapter à l'œil du dieu esprit et qu'il ne pourra pas l'utiliser tout de suite. Malgré cela, Hein est sincèrement reconnaissant. Il se tourne vers Yuri pour la remercier du cadeau, mais elle est introuvable. C'est alors qu'elle réapparaît soudainement devant lui.
Ain lui demande où elle était, et elle explique qu'elle était à l'intérieur de son œil, quelques instants plus tôt. Maintenant que le noyau de l'arbre-monde est ancré dans l'œil d'Ain, il est, en quelque sorte, devenu une extension de l'arbre-monde lui-même, ce qui permet à Yuri d'entrer et de sortir librement de son œil quand bon lui semble. Yuri assure à Ain qu'elle saura se rendre utile, en promettant de le soigner chaque fois qu'il sera blessé. Ain semble apprécier l'idée de passer plus de temps avec elle, mais il se tourne vers Ursula pour lui demander si elle est vraiment d'accord avec tout ça. En réponse, Ursula lui assène un coup de pied au visage en hurlant que, bien sûr, elle ne veut pas confier Yuri à un abruti pareil. Pourtant, elle admet que Yuri est coincé ici depuis sa naissance, sans jamais avoir pu voir le monde extérieur ou se faire des amis. Même si elle n'apprécie pas particulièrement Ain, elle reconnaît qu'il est un bon gamin. Elle décide donc de lui confier Yuri pour qu'il lui fasse découvrir le monde. Ain est profondément honoré par la confiance qu'Ursula lui accorde, et il jure solennellement de protéger Yuri quoi qu'il arrive. Ursula est satisfaite de sa réponse. Avant qu'Ain ne parte, elle révèle qu'elle a aussi un cadeau personnel à lui offrir. Elle lui demande de tendre la main, et lorsqu'il s'exécute, elle y canalise de la magie. Intriguée, Ain lui demande de quoi il s'agit, et elle lui explique que c'est un sort de stockage infini. Avec cette marque sur sa main, il peut désormais stocker n'importe quel objet physique. Le premier objet qu'Ursula veut qu'il y range, c'est l'épée spirituelle qu'elle a forgée pour lui. Mais juste avant de la lui remettre, elle le poignarde soudainement dans l'œil. Ain s'effondre, hurlant de douleur, et Yuri le soigne aussitôt. Mais alors que son œil est presque complètement régénéré, Ursula lui enfonce une pierre philosophale dans la bouche, remplaçant son œil droit par celle-ci. Ain, complètement déboussolé, demande ce qu'il vient de se passer. Ursula lui explique que la pierre philosophale a établi un lien permanent entre eux. Désormais, elle peut voir tout ce qu'il voit, alors il a intérêt à ne jamais avoir de pensée déplacée envers Yuri. Cela risque d'être franchement gênant pour Ain, mais malgré tout, il est désormais prêt. Il est temps pour lui de quitter le donjon. Avant de partir, il demande à Yuri s'il y a quelque chose qu'elle voudrait faire une fois à la surface. Après réflexion, Yuri répond qu'elle aimerait revoir le reste de sa famille. Ain ignorait qu'elle avait une famille en dehors d'Ursula. Cette dernière lui explique alors que tous les arbres-mondes faisaient autrefois partie d'un seul et immense arbre-monde. À un moment donné, les noyaux ont été divisés et cachés dans différents donjons, ce qui fait que Yuri n'a pas vu ses frères et sœurs depuis des années. Dans ce cas, Ain lui promet qu'ils parcourront le monde ensemble pour retrouver tous les autres esprits de l'arbre-monde. Mais pour cela, ils doivent d'abord sortir d'ici. Ain s'aventure dans le donjon, mais en arrivant à une bifurcation, il hésite sur le chemin à prendre. Soudain, la voix d'Ursula résonne dans son esprit, lui disant de prendre le sentier de gauche. Elle lui explique qu'elle a déjà repéré un chemin vers la sortie en utilisant son œil, alors tant qu'il suit ses instructions, il ne se perdra pas. Au fait, ajoute-t-elle, un gigantesque serpent vénéneux est en train de foncer droit sur lui, donc il ferait mieux de se préparer à se battre. Un peu plus tard, Ain parvient à terrasser le serpent de rang S avec succès, et se sent plutôt fier de la facilité avec laquelle il l'a abattu. Ursula l'informe qu'elle a déjà utilisé son œil pour analyser les capacités du serpent. Attendant le mal de tête habituel, Ain se prépare, mais à sa grande surprise, la douleur ne vient pas. En réalité, Yuri l'a soignée au moment même où la douleur allait commencer. Grâce à elle, Ain n'aura plus jamais à souffrir lorsqu'il apprendra une nouvelle compétence. Reconnaissant pour son aide, Ain remercie Yuri sincèrement. Ain finit par arriver devant une porte à l'allure menaçante. Ursula lui explique que c'est ici qu'il trouvera le boss du niveau. Les donjons sont des créatures vivantes qui se nourrissent dans des humains qui périssent en leur sein. Par conséquent, il y a toujours un cœur de donjon et un boss chargé de le protéger. Le seul moyen pour Ain de sortir d'ici est de vaincre le boss et de détruire le cœur. Mais Ain n'est pas sûr d'en être capable. Battre des monstres de rang S est une chose, mais un boss de donjon est censé être plusieurs fois plus puissant que n'importe quel monstre de rang S qu'il a affronté jusqu'à présent. Pourtant, il refuse de reculer, car il n'est plus le Ain faible qui fuyait la mort sans défense. Il ouvre les portes de la salle du boss et aperçoit le cœur du donjon de l'autre côté de la pièce. Alors que lui et Yuri s'en approchent, il déclenche un cercle d'invocation au sol, faisant apparaître un gigantesque golem. Ce combat promet d'être difficile, alors Ain demande à Yuri de retourner dans son œil pour éviter qu'elle ne soit blessée. Une fois cela réglé, il fonce droit sur le golem. Il parvient à esquiver la première attaque grâce à sa vitesse accrue, mais la seconde est inévitable. Plutôt que d'esquiver, il utilise sa compétence de force surhumaine pour encaisser le coup. Tout en étant en contact avec le golem, il active la compétence venin qu'il a acquise du vipère, dissolvant une partie du bras de la créature. Même si le venin inflige des dégâts considérables, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. C'est alors qu'Ursula intervient, lui donnant la permission spéciale d'utiliser le sort ultime qu'elle lui a enseigné. Elle explique qu'il devrait avoir juste assez de mana pour l'exécuter maintenant, et que même s'il s'effondre ensuite, Yuri pourra le soigner immédiatement. Sans meilleure option, Ain décide de tout donner et lance son sort ultime.
Il déchaîne une nova explosive, frappant le golem avec une énorme sphère d'énergie pure. Après le sort, il ne reste pratiquement plus rien du golem. Étonnamment, Ain ne s'effondre même pas d'épuisement magique. Yuri sort pour lui redonner du mana et le félicite d'avoir vaincu le golem. Mais Ain sait qu'il n'aurait jamais pu y arriver sans son aide, alors il la remercie. Yuri est absolument ravi, mais Ursula, agacée par l'affection évidente que Yuri lui porte, s'énerve contre Ain et lui ordonne d'arrêter de perdre du temps et de passer à l'évaluation des capacités du golem. Ain obéit, et une fois terminé, Ursula l'informe qu'il reste une dernière chose à évaluer. Elle lui dit de se diriger vers le cœur du donjon. Ain s'exécute, et alors qu'il est en train d'analyser le cœur, Ursula apparaît soudainement juste à côté de lui. Cela le prend complètement au dépourvu, car il pensait qu'elle ne pouvait pas quitter l'Arbre-Monde. Ursula confirme qu'elle est toujours liée à l'Arbre-Monde, mais comme tout le cœur de l'Arbre-Monde se trouve dans l'œil d'Ain, son corps est pratiquement devenu l'Arbre-Monde lui-même. Cela lui permet de se téléporter à une certaine distance autour de lui. Ceci mis à part, ce cœur de donjon fonctionne de manière similaire à un cœur d'esprit, donc Ursula dit qu'elle peut l'utiliser pour faire évoluer l'œil divin spirituel d'Ain s'il le souhaite. Ain accepte aussitôt, alors Ursula prend le cœur du donjon et le place dans l'œil d'Ain, le faisant passer au niveau 2. Elle lui explique ensuite qu'il pourra faire monter son œil en niveau d'avantage en conquérant d'autres donjons et en absorbant leur cœur. Tous les trois quittent la salle du boss, et la porte se referme fermement derrière Suchiritronia Saliduo, les empêchant d'y retourner. Ursula suppose que c'est sans doute parce qu'ils ont vaincu le boss et récupéré le cœur, ce qui pousse le donjon à se sceller pour entamer son processus de régénération. Le trou par lequel Ain est tombé au départ est probablement scellé aussi, ce qui est un soulagement, car cela garantit qu'aucun autre humain ne pourra tomber accidentellement sur l'Arbre-Monde. N'ayant plus à se soucier de protéger le corps arbre de Yuri, Ursula réalise que les trois sont désormais libres de partir à l'aventure autant qu'ils le veulent. De retour en ville, Zoïde raconte encore à tous les aventuriers autour la tragédie survenue dans le donjon et comment il a failli se faire dévorer par des chiens de l'enfer. Il affirme que la seule raison pour laquelle il a réussi à s'échapper, c'est qu'Ain s'est sacrifié en distrayant les chiens pour lui. C'est un mensonge éhonté, mais comme Zoïde pense qu'Ain est mort, il est persuadé que personne ne le découvrira, puisque ce n'est pas comme si Ain allait revenir pour le dénoncer. Un instant plus tard, Ain apparaît derrière Zoïde, ayant entendu toute l'histoire. Il est là pour le confondre. Ain informe tout le monde que Zoïde et Jolene l'ont paralysé et l'ont laissé mourir entre les griffes des chiens. Les clients de la taverne sont furieux. Eux qui avaient de la compassion pour Zoïde découvrent qu'il a en réalité tenté d'assassiner un compagnon pour servir ses propres intérêts. Ils commencent à lui lancer des objets, et il semble même qu'il pourrait le lyncher pour avoir trahi un membre de leur groupe de manière aussi cruelle. Mais Ain intervient pour les en empêcher. Il en veut encore un peu à Zoïde pour ce qu'il a fait, mais sans cela, il n'aurait jamais eu la chance de rencontrer Yuri ou Ursula. En vérité, il est reconnaissant que Zoïde ait été un tel salaud. Maintenant qu'il l'a confronté, Ain peut enfin tourner la page, alors lui et les autres se dirigent vers un donjon marécageux près de la capitale. Après l'avoir nettoyé, Ursula utilise le cœur du donjon pour faire évoluer à nouveau l'œil d'Ain. Grâce à cette amélioration, Ain est désormais capable de lire tous les types d'écriture. Ain est content d'avoir pu améliorer son œil, mais il est légèrement déçu, car il espérait y découvrir un arbre-monde. Ursula lui explique que trouver les arbres-mondes ne sera pas chose facile, car d'énormes efforts ont été faits pour les cacher. Ain s'excuse auprès de Yuri, admettant que cela pourrait prendre plus de temps que prévu pour qu'elle retrouve sa famille. Mais Yuri le rassure en lui disant que cela ne la dérange pas, car elle s'amuse bien. C'est alors qu'ils entendent un cri de fille, non loin de là, et lorsque Yuri exprime son envie d'aider, Ain s'élance aussitôt pour la secourir. La calèche de la jeune fille a été attaquée par des monstres, alors Ain les élimine un par un. Une fois tous les monstres vaincus, Yuri commence à soigner les gardes blessés. Ain s'approche de la fille et lui demande si elle va bien, mais dès qu'elle voit le visage d'Ain, elle tombe amoureuse sur le champ. Elle se jette dans ses bras, l'appelant son héros. Ain ne sait pas trop comment gérer la situation, alors il demande de l'aide au type à côté, mais Jasper, qui est simplement le chef d'une compagnie marchande, n'a aucun contrôle sur les actions de la princesse Claudia. Un peu plus tard, la princesse invite Ain et les autres dans son manoir pour leur exprimer convenablement sa gratitude. Même si elle est sur la 3e princesse du royaume, elle leur assure qu'il n'est pas nécessaire de se montrer aussi formelle. Sur ce, elle bondit pour faire un gros câlin à Ain. Mais avant qu'elle ne puisse l'enlacer, Yuri se place devant Claudia, lui bloquant le passage et refusant qu'elle approche Ain. Surprise par ce comportement, Claudia demande pourquoi Yuri agit ainsi. Gênée, Yuri s'écrie qu'elle ne veut pas que Claudia touche Ain parce qu'elle est sa femme. La scène passe sur le visage d'Ain, et son expression en dit long, il vient de réaliser qu'il est marié sans le savoir. Malgré la déclaration de Yuri, Claudia n'est pas prête à abandonner, et déclare avec assurance qu'elle est tout à fait d'accord pour être la seconde épouse d'Ain. Alors que les deux jeunes femmes continuent leur dispute enflammée, Jasper s'approche et dit à Ain qu'il a quelque chose d'important à lui révéler. Curieux, Ain lui demande de quoi il s'agit, et Jasper lui déclare sans détour qu'il veut l'épouser lui aussi.
Voilà donc la troisième demande en mariage de la journée. Mais avant même qu'Ain puisse répondre, Jasper change vite de sujet et l'invite à descendre au sous-sol, affirmant qu'il a quelque chose à lui montrer. Jasper est à la tête de la compagnie marchande Gino, et Ain en a déjà entendu parler, car c'est de loin la plus riche et la plus célèbre de toutes. Jasper conduit tout le monde jusqu'à sa salle aux joyaux et explique qu'il s'est donné pour mission de préserver les plus belles pierres précieuses du monde. Et aujourd'hui, il a trouvé le plus beau joyau de tous. Jasper révèle qu'il sait que l'œil d'Ain est fait à partir d'un cœur spirituel, expliquant qu'il a fait de nombreuses recherches à ce sujet et qu'il est tombé amoureux des yeux d'Ain au premier regard. Il lui demande ensuite de l'épouser pour pouvoir contempler ses yeux toute sa vie. Ain s'apprête à décliner la proposition, mais Ursula le prend à part et l'encourage à y réfléchir sérieusement. Elle souligne que Jasper détient probablement des informations précieuses sur l'emplacement d'autres cœurs spirituels. En plus, Jasper est riche, donc l'épouser donnerait à Ain accès à toutes ses ressources. Mais Ain n'a aucun intérêt à devenir un opportuniste, alors il propose à Jasper qu'ils restent simplement amis. Jasper accepte, en ajoutant « pour l'instant ». Ain lui demande ensuite s'il a des informations sur les autres cœurs spirituels, ce que Jasper confirme. Il explique que les lieux où ils se trouvent sont extrêmement dangereux, ce qui l'a empêché de les explorer lui-même. Mais avec Ain à ses côtés, un peu de danger ne devrait pas poser trop de problèmes. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.